Bonjour, je vais vous parler des conversations puissantes. J'ai été invité à m'exprimer sur ce sujet dans le réseau 137 qui m'a réservé un très chaleureux accueil. Malheureusement, on a eu un problème technique avec l'enregistrement, si bien qu'il n'y a pas le replay du webinaire. Alors, je vous ai fait un extract des différents apports. Il n'y aura pas les exercices, si bien que les gens qui ont vécu cette séquence pendant 2 heures ont pu pratiquer, respirer. Là, ce sera un petit peu pudding parce que les apports vont être délivrés les uns à la suite des autres. Mais vous pouvez faire des pauses, c'est pas interdit. Buvez une tasse de thé, respirez un grand coup, ça vous fera beaucoup de bien entre les différents apports. Alors tout d'abord, je vais vous parler de choses un peu étranges. Elles sont issues de ma pratique de coach. Cette conférence s'adresse à des dirigeants, à des managers, à des leaders en entreprise qui n'ont pas tout à fait le même métier que des coachs externes. On a un lien de cousinage, on a un lien de parenté, puisqu'on accompagne des gens dans des démarches de progrès, mais on ne le fait pas depuis le même angle, on ne le fait pas de la même manière, on ne le fait pas dans le même cadre, on ne le fait pas tout à fait non plus jusqu'au même point. Donc il y a un cousinage, voilà, je représente ce personnage avec un grand tigre, à vous de savoir qui est qui entre les coachs et les dirigeants, mais en tout cas les deux sont bien sympathiques. Et alors, chers amis, ce sera à vous de faire votre marché dans ce que je vais vous dire. Il y a des choses qui vont vous parler, il y a des choses qui vont résonner pour vous. Eh ben, c'est fait pour vous. Il y en a d'autres qui vont vous passer un peu au-dessus de la tête. Eh ben, c'est que vous n'étiez pas prêt à les entendre, ou qu'elles sont mal dites, ou que c'est pas juste, ou que voilà, scrognonieux, vous n'êtes pas d'accord. Vous avez absolument le droit. Vous êtes là, forcé par personne. Vous écoutez si ça vous fait plaisir, mais je vous invite à être actif, voire proactif dans votre écoute pour faire votre marché dans ce que je vais vous proposer. Sachant que, imaginez que vous faites une balade dans un jardin exotique dans lequel il y a toutes sortes de choses étranges, eh bien, retenez celles qui vous inspirent, celles qui vont peut-être enchanter votre pratique du management au quotidien. Moi, je suis coach depuis plus de 20 ans et j'ai une conviction, c'est que ce qui donne la puissance à un entretien, c'est la qualité de la relation qu'il y a entre les personnes. Et cette qualité de la relation, elle est fonction de la qualité de présence. Alors, on va parler de ça ensemble. C'est très important. Si vous souhaitez avoir des conversations puissantes, on les définira dans un instant. Il faut qu'il y ait une relation authentique. Et pour ça, il faut qu'il y ait une qualité de présence importante. Qu'est-ce que c'est qu'une conversation puissante? C'est une conversation qui ouvre des perspectives à l'interlocuteur. Alors, vous voyez, ça résume, vous avez un iceberg avec la partie émergente qui est toute petite. C'est pour ça que le Titanic s'est encastré dedans. Et puis la partie immergée est soi-disant 9 fois plus importante que la partie émergente. Et donc la partie immergée, c'est cette relation authentique, cette relation forte qui elle-même est fonction de la qualité de présence, comme on le disait à l'instant. Alors, finalement, on peut dire ça autrement, il n'y a pas de conversation puissante sans présence authentique. Vous voyez, sur cette chaise, qui, elle, ne manque pas de présence, il manque quand même singulièrement quelqu'un. Et des fois, on est dans des environnements professionnels un peu stéréotypés, où on est investi dans une façade. Alors, on est sincèrement investi dans un rôle, mais on est sincèrement prisonnier de ce rôle. Et on peut se demander, des fois, si la personne qui est en face de nous croit vraiment à ce qu'elle raconte. Quelqu'un qui est en train de vous recruter, vous dites mais il ne peut pas se détendre, il ne peut pas m'accueillir tout simplement comme je suis, lui ou elle étant comme elle est. On n'est pas obligé de faire un jeu de rôle. Voilà, c'est ça que... Alors la présence, qu'est-ce que c'est? La présence qui manque sur la chaise, là, c'est quoi? Ben, la présence, c'est vous au centre. C'est vous quand vous cessez de vous agiter sur votre chaise, disons, ou dans votre tête, en train d'élaborer qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce qu'il va penser, qu'est-ce qui va se passer, et si je dis ça alors, et si je dis autrement alors, voilà. La, la qualité de présence, elle s'évalue par l'authenticité qui, si vous êtes vraiment ici et maintenant, c'est comme ça que vous allez permettre à l'autre d'entrer dans sa propre
présence, dans sa propre authenticité, et on ne sera plus en train de se demander, y a-t-il vraiment un escargot dans la coquille, comme dans le cas de ce que je vous disais à l'instant, d'un personnage qui est tellement identifié à son identité de rôle qu'on en oublie, qu'il en oublie d'exister par lui-même, et ça se sent très bien. Et là, on est face à un grand directeur, à une grande directrice, à un grand ceci, une grande cela, et en même temps, c'est complètement bidon parce qu'on sent il manque de corps à cette affaire. La personne est dans sa tête et elle n'est pas incarnée. Alors, elle est incarnée, mais dans un rôle. Mais elle, en tant que petit escargot dans la coquille, où est-elle? On peut avoir un lien humain ou pas? Ou c'est impossible, ou c'est interdit, ou c'est tabou? C'est ça l'enjeu des conversations puissantes, c'est d'arriver à rendre puissant l'interlocuteur. Pour que l'interlocuteur soit puissant, il faut qu'il s'incarne dans son corps, il faut qu'il soit vrai. Et pour ça, nous, qui accompagnons des personnes qui ont besoin de cette puissance, il faut qu'on soit aligné avec le résultat cible en quelque sorte et qu'on soit nous-mêmes extrêmement présents. Voilà, c'est-à-dire qu'on soit établi dans notre corps, dans nos sensations corporelles. Alors, je vais vous proposer cette petite idée-là. Imaginez que ceci représente une boule à neige. Vous savez, ces petits trucs comme ça qu'on secoue, puis on les remet en place. Et à ce moment-là, il y a un petit personnage, un petit Père Noël ou un petit oiseau, supposons, avec de la petite neige qui tombe autour de lui. Voilà. Eh bien, je vous propose de prendre quelques instants, pas 3 minutes parce que ce sera un peu long, 3 minutes de silence tout seul face à un diaporama, euh, mais juste quelques instants symboliques. Asseyez-vous confortablement sur votre chaise, redressez votre dos, déposez vos pieds à plat sur le sol. Accueillez une respiration profonde. Laissez-vous expirer, 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 expirer tout l'air qu'il y a dans vos poumons. Expirez encore, expire, 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 expire encore. Et puis attendez, demeurez dans cet état sans air dans les poumons. Et puis naturellement, vous allez accueillir une inspiration. En fait, c'est le souffle qui vous respire, c'est le souffle qui vous accueille, qui vous récupère. Vous êtes respiré par la grande vie. Vous ne faites rien pour expirer, pour inspirer. Vous êtes respiré. Et c'est intéressant d'en prendre conscience à cette occasion. Vous pouvez rester comme ça, tranquillement, tandis que vous m'écoutez, que vous contemplez ce petit oiseau qui reçoit des petites paillettes cristalline de neige, eh bien, accueillez-vous, déposez-vous, comme dit Thierry Janssen, je crois, se déposer, se poser, se reposer. Très bien, s'il y avait d'autres mots à poser, je suppose qu'il les aurait à poser également, dans la veine de l'inspiration dans laquelle il était, quand il a trouvé ces trois similitudes. Voilà, vous voyez, les pensées se déposent, les agitations intérieures se déposent, vos préoccupations par rapport au passé, vos préoccupations par rapport à l'avenir, et puis vous revenez au présent. À la fois le passé, à la fois le présent, et à la fois de la tête au corps. Voilà, on ne va pas faire durer le plaisir, même si c'est fort agréable. Mais on va avancer si vous voulez bien. Alors, on a tous des lunettes de soleil colorées sur les yeux, en quelque sorte. C'est une image pour signifier que nous avons un filtre mental. Nous avons un cadre de référence. Le cadre de référence, il est fait de nos croyances et de nos valeurs. Qu'est-ce que c'est que des croyances? Ce sont des pensées que l'on croit vraies. Qu'est-ce que c'est que des valeurs? Ce sont des pensées que l'on croit importantes. Mais dans les deux cas, nos croyances et nos valeurs ne sont que des pensées. Et les pensées, c'est pas grand-chose. Alors, on croit qu'on regarde la vérité, mais non, nous regardons la représentation que nous nous en faisons. Il y a comme entre la réalité, où est-ce que c'est? La réalité et vous-même, il y a un filtre. Et le filtre que vous plaquez à partir de vos mémoires. C'est comme ça que vous avez imaginé les choses pour l'avenir, à partir de vos expériences antérieures, et c'est l'objet de toutes sortes de biais cognitifs, parce que ces espèces
de compréhension que vous avez eue d'une situation, ça s'inscrit comme un raisonnement automatique. Et puis ensuite, quand ça s'applique plus du tout à la nouvelle situation, ben c'est quand même ce filtre-là qui va s'appliquer, et du coup, ben on va commettre des erreurs, on va être victime de nos biais cognitifs. Voilà. Un des biais cognitifs les plus connus, c'est quand, par exemple, vous voulez vous acheter une nouvelle voiture, supposons, eh bien, vous regardez dans les catalogues et vous voyez une qui vous plaît à peu près, eh bien, vous allez voir dans la rue tout le temps cette voiture apparaître parce que vous avez un biais de confirmation. Et puis, si vous estimez que, je sais pas quoi, quelqu'un vous agace, eh bien, vous allez tout le temps vous confirmer que cette personne est agaçante. Voilà, c'est ça les biais cognitifs. C'est ça les croyances limitantes. Je crois que cette voiture est intéressante et du coup, tout me confirme euh, l'intérêt que j'en ai parce que je la vois tout le temps, parce que je la vois sous un beau jour. Inversement, un filtre négatif va nous faire voir l'inverse. Alors, je vais vous proposer deux aspects à cette petite conférence. D'une part, comment recadrer les croyances, parce que si on veut recadrer les croyances des autres, comme on le disait à l'instant, il y a tout intérêt à recadrer les nôtres, à avoir un petit échantillon sur nous de la liberté qu'on se propose d'accompagner chez les autres. Et donc, on va voir comment recadrer nos propres croyances limitantes, de façon à pouvoir penser out of the box, penser en étant libre euh, des biais cognitifs. Et je vous proposerai d'abord un petit clin d'œil à propos des croyances pour que vous situiez bien de quoi il retourne, et puis un protocole qui vous permettra de recadrer vos propres croyances. Et puis ensuite, on s'intéressera à comment aider vos collaborateurs à trouver leurs propres solutions aux problèmes qu'ils se posent ou qu'ils vous posent. Et pour ça, je vous proposerai deux apports clés. On pourrait vous en donner toute une kyrielle, mais là, aujourd'hui, on se contente de deux choses qu'on a imaginé être intéressantes pour vous dans un temps limité. C'est qu'il y a 4 niveaux d'écoute. Généralement, on en connaît un, voire deux. Il se trouve qu'il y en a 4. Je vous disais que mon expérience du coaching professionnel apportée pour les managers va, j'espère, créer de la valeur pour vous, parce que ces deux niveaux d'écoute, on ne les apprend pas, les deux niveaux d'écoute les plus profonds, on ne les apprend pas dans les formations management. Pour les découvrir, il faut aller chez les psys ou chez les coachs qui ont été formés à ça. Et puis le questionnement puissant, là non plus, dans les formations communication, on ne vous apprend pas le questionnement puissant, on ne vous apprend pas les conversations puissantes. C'est pour ça que j'ai l'intention de vous en parler à vous aujourd'hui. Alors, comment est-ce qu'on réalise une percée au-delà des croyances limitantes? Eh bien, on va regarder ça. Vous voyez que dans ce schéma du biais de confirmation, on part d'une croyance, je pense quelque chose, je crois quelque chose, ceci a un effet évidemment sur mon comportement, ceci va influencer en retour le comportement des autres qui va renforcer ma propre croyance. Entre les deux, ma croyance oriente mon observation du comportement des autres, ce qui renforce le comportement des autres et qui à son tour renforce ma croyance. Alors on va en donner un exemple là maintenant très simplement. Imaginez que vous ne soyez pas très enclin à déléguer et que vous avez la croyance qu'en général les gens ne sont pas très fiables, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux pas trop déléguer. Alors, on vous propose quand même de faire une expérience et de déléguer. Alors, vous dites, je suis un peu sceptique, mais ben, bon, ok, je veux bien, on va faire un test pour voir. Alors, évidemment, une fois que le test est fait, vous contrôlez pour vérifier s'il y a des erreurs. Puis, évidemment, il y en a des erreurs. Alors, voilà, c'est la preuve. Euh, j'ai délégué, hein, et ben, il y a des erreurs. Donc, j'ai bien fait de me méfier, j'avais bien raison. Donc, en gros, ça me conforte dans la croyance que les gens ne sont pas très fiables. Si maintenant vous vous trouvez dans le cas inverse, vous estimez que dans l'ensemble, les gens sont relativement fiables, et donc on vous dit, mais ok, tu vas faire un test, mais tu vérifies quand même, hein? Ouais, ouais, alors très bien, vous déléguez une tâche à quelqu'un, quelqu'un de confiance, entre guillemets, puis vous vérifiez. Alors évidemment, il y a quelques erreurs, mais voilà, c'est pas bien grave, quelques erreurs, c'est normal. De toute façon, on pourra toujours les rattraper. Alors, finalement, il n'y a pas trop de problème. Alors vous avez bien fait de solliciter cette personne et vous avez bien fait de déléguer. Donc vous avez raison de penser que les gens sont plutôt fiables. Et vous voyez, cette croyance de départ s'est amplifiée elle-même au gré de votre expérience de la vie, exactement comme la croyance de départ inverse de quelqu'un d'autre
qui s'est confirmée au fur et à mesure de ses expériences. Alors l'une n'est pas plus vraie que l'autre, sauf que l'un et l'autre vont être croyants mordicus que les gens ne sont pas fiables ou que les gens le sont. Parce que s'ils ne prennent pas du recul pour voir qu'ils ont un filtre, comme une paire de lunettes filtrées colorées sous les yeux, eh ben ils prennent la réalité, ils prennent leur croyance pour la réalité. Alors ça donne lieu évidemment à tous les fanatismes. Je ne parle pas des fanatismes religieux ou excessifs, violents et autres, mais tout simplement de la croyance un peu monopolaire que j'ai raison, et puis c'est tout. Et pourquoi j'ai raison? Parce que j'en ai la démonstration tous les jours que j'ai raison, c'est sûr, c'est archi sûr. Voilà, ce genre de raisonnements sont des raisonnements un peu faibles, il faut le reconnaître, qu'il nous arrive d'avoir la faiblesse d'entretenir chacun d'entre nous de temps en temps. Le truc, c'est qu'il ne faut pas l'entretenir trop souvent parce que c'est là qu'on se plante sévèrement. Et vous voyez des gens qui ont construit toute leur vie sur ce genre de croyances, alors qu'ils ont été performants à certains moments dans certains aspects, mais qui sont des pères ou des mères de famille odieux, ou qui sont des, je sais pas quoi, moi, des gens qui ont été très bons à une époque, mais qui manifestement touchent leurs limites maintenant parce que leurs croyances sont obsolètes, quoi. Et pourtant, elles étaient justes dans un certain contexte, mais ils ne se sont pas remis en question. Et pour se remettre en question, il faut remettre en question ce qui est mobile. On ne peut pas remettre en question ce qui est fixe. Ce qui est fixe, c'est soi-même. On ne peut pas remettre en question soi-même. Mais ce qui est mobile, c'est nos croyances. On peut remettre en question notre filtre mental. On peut remettre en question nos croyances. Alors voici une autre confusion très classique qu'il y a entre la douleur et la souffrance. La douleur physique est quelque chose qui est objectif, factuel. Par contre, la souffrance, c'est les histoires qu'on se raconte à propos de cette douleur physique. Par exemple, ce petit personnage semble avoir mal à la gorge. Eh bien, dès lors qu'il refuse cette situation en disant « Oh là là, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vais pouvoir faire mon match samedi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir mal à la gorge, etc. » Comme j'aimerais ne pas avoir mal à la gorge. Bon, l'exemple est un peu insignifiant si vous voulez, mais on comprend bien le processus. Il faut distinguer la réalité objective du filtre mental que sont cette pensée je n'aime pas avoir mal à la gorge, je déteste être malade, je ne supporte pas le fait de vomir, je ne supporte pas de prendre l'avion, etc., etc. Ce sont des croyances, ce sont des histoires, des pensées que l'on entretient au point des fois de ne pas vivre notre vie, mais de la vivre par procuration de nos pensées. Si bien qu'on ne sent plus l'odeur de cette fleur, directement on dit ah oui ça j'aime bien cette fleur là là. Voilà ça là j'aime bien. Et alors on replaque sur l'expérience de sentir le parfum la mémoire que nous avons des expériences antérieures dans lesquelles on avait senti le parfum de la rose. Mais on ne sent pas vraiment le parfum de la rose, on le sent au travers du filtre de nos mémoires à propos de ce qu'on croit être le parfum d'une rose. Alors évidemment, c'est extrêmement restrictif, c'est très dommageable, c'est très triste, parce que finalement, au lieu de vivre sa vie, on la rêve. Alors ce personnage se prend la tête au propre comme au figuré. On voit bien qu'il a l'air très préoccupé, très soucieux, très contrarié. Et comme notre petit bonhomme de tout à l'heure qui avait mal à la gorge, qui paraissait pas si terrible, mais si évidemment il s'est dit, ouh là là, est-ce que c'est un cancer de la gorge? Est-ce que c'est ma thyroïde? Est-ce que c'est le Covid? Alors voilà, c'est l'interprétation qu'il se fait d'une sensation physique qui commence à créer un problème beaucoup plus douloureux que la douleur elle-même, ce qu'on appelle la souffrance. Eh bien ça, on voit bien que c'est une succession d'interprétations qui sont dans la tête. C'est pas le corps, c'est pas la situation objective par elle-même, c'est pas parce que les gens sont en retard à la réunion qu'il y a un problème. C'est par les interprétations que je m'en fais. J'ai l'impression qu'ils sont en train de faire une cabale contre moi. J'ai l'impression qu'ils ne s'intéressent pas à cette réunion. J'ai l'impression que je ne sais quoi. Vous voyez, il y a des interprétations qui se font, qui sont le problème véritable, sachant que la situation par elle-même n'est pas forcément un problème. Donc, il va falloir, si on veut provoquer des ouvertures chez nos interlocuteurs ou chez nous-mêmes, c'est tout l'objet de la conversation puissante, il va falloir faire descendre l'interlocuteur de la tête au corps, de la tête de ses interprétations à la situation objective, factuelle, sans interprétation, sans jugement, sans affect.
Vous voyez, ce schéma représente finalement la tête tout autour du corps, en quelque sorte, et les problèmes tout autour de la solution. La solution est au centre et le corps est au centre. Il y a tout un tas de fumées interprétatives, tout un tas de pensées. Tout à l'heure, je vous ai fait déposer les pensées en regardant le petit oiseau dans sa boule à neige. Eh bien, le problème, ce sont toutes ces pensées qui s'agitent. Il faut redescendre de la tête au corps. C'est comme ça qu'on ira des problèmes à la solution. Voilà, l'enjeu de ce qu'on dit là, c'est de penser out of the box, c'est de penser sans œillères, sans tabou, sans idées limitatives, sans restrictions, pour être vraiment créatif. Alors voici un protocole en 3 étapes. La première étape pourrait consister à lister les croyances limitantes, les pensées parasites qui polluent le plus votre mental. Alors il y a un certain nombre d'exemples qui sont donnés là. Alors ça peut être des exemples collectifs dans une équipe, on n'y arrivera jamais dans les délais, on n'est pas bien placé sur ce marché, nos concurrents ont des produits plus attractifs que les nôtres, etc. etc. Et vous, vous-même, là, arrêtez la vidéo, prenez une feuille de papier si vous voulez, et puis commencez à lister des croyances qui vous cassent les pieds, des douleurs que vous avez dans votre vie. J'ai mal aux pieds, c'est à cause de mes rhumatismes. Les rhumatismes, c'est génétique, c'est à cause de mes... Enfin, c'est pas à cause, mais c'est du fait de mon atavisme. Et puis, à cause de ça, bah, je peux plus faire du sport comme j'aurais voulu en faire. À cause de ça, cet été, je vais pas pouvoir aller à tel endroit alors que j'aurais bien aimé, mais c'est plus la peine puisque de toute façon, je peux plus faire, mettons, de ski ou d'escalade ou je sais pas quoi. Voilà, listez des kyrielles de croyances qui sont propres à votre vie personnelle, et puis on va voir comment ensuite faire avec pour se débarrasser de certaines d'entre elles. Ensuite, vous allez sélectionner la croyance, puisqu'on ne va pas le faire sur toutes, mais enfin vous pourriez le faire au fur et à mesure, mais travailler une à la fois. On voit le brave Homer Simpson, là, qui adore tordre le cou de Bart. Apparemment, c'est son jeu préféré. Bon, eh ben, je trouvais ça amusant pour illustrer la colère qu'on peut avoir soi-même à l'égard de nos croyances limitatives. Mais c'est pas la peine de se mettre en colère. Parce que celui qui se met en colère, c'est encore le fonctionnement du mental qui voudrait résoudre le fonctionnement du mental. Si vous voulez, c'est l'ego qui s'en prend à l'ego. Bon, on va pas bien loin avec ça. Donc il faut se détendre, il faut regarder tout ça affectueusement avec, avec liberté intérieure, avec gentillesse. Oui, il y a des croyances, bah oui, forcément, il y en a. Et alors? Eh ben, donc on doit faire un petit peu de ménage. Chez vous, il y a de la poussière qui se dépose. Bah, et alors, vous passez l'aspirateur de temps en temps. Voilà, c'est pas plus grave que ça. Vous n'allez pas mener un combat avec haine contre la poussière. Donc il n'y a pas besoin de tordre le cou au problème. Il y a besoin de regarder comment ce serait si vous n'aviez pas ces croyances. Et de quelles croyances vous auriez envie de vous libérer? Voilà, du coup. Parce que sans, vous avez une liste avec 17 croyances négatives. Regardez comment ce serait si vous n'aviez pas ces 17. Eh bien, celle qui vous libérerait le plus, qui vous rendrait la vie le plus agréable si vous pouviez vous exonérer de son emprise, eh bien, c'est celle-là que nous allons travailler. Ce qui répond à la question 4. De quelle croyance aurions-nous le plus besoin de nous libérer? Alors, joie,
nous arrivons maintenant aux troisième étape du protocole. On a enfin la croyance, la bonne croyance. Eh bien, la question à se poser, c'est est-ce que c'est complètement vrai cette croyance? Est-ce qu'elle est juste? Est-ce qu'elle est toujours vraie? Est-ce qu'il y a des contre-exemples de cette croyance? Et si l'inverse de cette croyance était également vrai? Prenez votre liste là de croyances et regardez, posez-vous ces questions-là pour voir comment ça le fait pour vous. Quelles autres croyances pourraient également être vraies, qui seraient infiniment plus profitables? Et alors là, j'insiste, trouvez 25 croyances positives en quelque sorte qui contredisent la croyance limitante. Du genre, de toute façon, dans cet appel d'offres, ils sont pointilleux comme tout, ils comprennent rien à mon métier, c'est même pas la peine que je réponde, parce que de toute façon, je sais pas quoi, comme à chaque fois, ils vont uniquement regarder sur le prix, et puis en plus c'est à moitié bidonné. Parce qu'ils ont fait déjà leur choix et c'est juste une apparence d'appel d'offres, en fait, ce n'est pas un vrai. Bon, voilà une croyance limitante qui fait qu'à cause d'elle, vous ratez pas mal de réponses intéressantes que vous pourriez faire commercialement à des appels d'offres, supposons. Eh bien, trouvez 25 croyances qui contredisent, par exemple, mais les appels d'offres, c'est pas toujours bidonné. Il y a plein d'appels d'offres authentiques. Et puis non, c'est pas vrai, ils choisissent pas toujours par le prix. J'ai plein de contre-exemples, etc., etc. Trouvez 25 croyances. Et quand vous aurez une liste de 25 croyances pour contredire votre misérable petite croyance négative, vous allez voir qu'elle fera pas le poids. Voilà, alors la question suivante, c'est comment je nourris les 25 croyances positives plutôt que d'entretenir la seule croyance négative qui est plus que sujette à caution, si vous voulez. Hein. Elle n'est pas du tout certaine, la preuve, c'est que face à elle, il y en a 25 de l'autre côté. Alors est-ce qu'on est tellement sûr qu'elle soit vraie, cette croyance négative? Ben, bien sûr que non. Voilà. Alors une fois que vous aurez fait ça, prenez le temps d'ancrer dans le corps vos croyances positives pour faire en sorte que vous ne les oubliez pas quand viendra le moment de l'action. Voilà. Essayez de visualiser comment vous serez libre, comment vous serez bien. Par exemple, pour l'histoire d'appel d'offres, quand vous répondrez à des appels d'offres détendus et confiants, et que 2 ou 3 sur 4 seront des réussites, ou 1 sur 4 seront des réussites, moyennant quoi vous allez avoir un business qui va être régulier, vous allez travailler avec des gens intéressants, agréables. Visualisez tout ça, ancrez-le dans votre corps. Et là, vous aurez fait un bon travail de recadrage des croyances. Alors maintenant, on va s'intéresser à la deuxième partie de notre propos, qui est l'art de la conversation puissante. Et on va s'intéresser, comme je vous l'avais dit, à deux aspects. La manière de proposer des questions qui ouvrent des perspectives, donc l'art de la question puissante, et la profondeur de l'écoute. Alors avant de ça, on va regarder qu'est-ce que c'est qu'un problème. Un problème, c'est quand on ne trouve pas la solution. Ça paraît assez évident, mais si vous voulez, quand vous avez une petite difficulté dans la vie puis que vous voyez tout de suite comment faire, bah, c'est pas un problème. Par contre, quand vous essayez le truc, puis que ça marche pas, puis vous en essayez un autre, puis ça marche pas, puis vous essayez une troisième solution, puis ça marche pas, alors là, on a un problème parce qu'on n'a pas la solution. C'est un peu comme cette histoire célèbre du fou qui cherchait ses clés sous un réverbère alors qu'elles n'y étaient pas, et on lui demande mais pourquoi tu fais ça, puisque tu vois bien que tes clés n'y sont pas, bah, il dit bah, c'est parce que c'est là qu'il y a de la lumière. Bon, alors c'est ridicule, mais c'est un biais cognitif consistant à chercher toujours au même endroit. Euh, Par exemple, quand vous cherchez vos clés, vous cherchez sur la petite table près de l'entrée, vous cherchez sur la table du salon, vous cherchez dans le tiroir de la cuisine, vous allez voir ensuite dans la poche de votre manteau et dans votre cartable. Puis vous apercevez qu'elles ne sont pas à aucun de ces quatre endroits. Alors vous dites, où est-ce qu'elles peuvent être? Alors je vais quand même aller voir près de la table de l'entrée, et puis quand même en passant sur le salon, vous jetez un petit coup d'œil pour voir si elles ne sont pas sur la table du salon. Puis ensuite vous allez voir dans votre cartable, et ainsi de suite. Et vous ne trouvez pas les solutions, parce qu'elles ne sont pas là où vous avez déjà regardé, puisque déjà elles n'y étaient pas. Et mais malgré tout, on a tendance à refaire le même parcours mental. Parce qu'on se dit, mais elles peuvent quand même pas être dans le congélateur.
Elle risque pas non plus d'être, je sais pas quoi, moi, dans la poubelle. Donc je vais pas aller regarder, c'est parce qu'à compte là, je pourrais regarder n'importe où. Donc vous allez regarder aux endroits où c'est plausible. Sauf que vous l'avez déjà fait. Et donc il y a de grandes chances que les clés soient dans un endroit qui n'est pas plausible. Donc l'art de la question puissante, ça va être l'art de faire regarder l'interlocuteur là où il ne regarde pas. Alors que l'interlocuteur voudrait vous raconter là où il a regardé, pour bien se conforter dans l'idée qu'on ne peut pas trouver les solutions, puisqu'il a déjà regardé partout, et de façon incroyablement surprenante, il n'y a pas de solution. Les clés ont été désintégrées. C'est pour ça qu'il ne les trouve pas. Voilà. Alors, si on cherchait nos clés là où elles sont, on les trouverait tout de suite. Si on ne les trouve pas, c'est qu'on ne regarde pas là où il faut. Donc, il ne faut surtout pas écouter l'espace problème, il faut chercher à en sortir. Bien au contraire. Alors c'est ce que montre ce schéma, hein. Si on regarde dans le problème là où il n'y a pas de solution, parce que sinon on l'aurait trouvé depuis longtemps, eh bien on peut chercher encore très longtemps. Par contre, il faut chercher là où on n'a pas cherché, out of the box. Donc l'art de la question puissante, c'est l'art de faire regarder l'interlocuteur là où il ne regarde pas. Ce qui évidemment lui paraît absurde, parce que sinon il y aurait pensé. Il aurait pensé à regarder, si ça lui paraissait pas absurde, de regarder par là. Voilà. Mais il se trouve que nous le savons, les problèmes, les solutions ne sont jamais dans les problèmes. Donc c'est pas en examinant les solutions qui ont été mises en œuvre qu'on va trouver la solution au problème. C'est comme ça, au contraire, qu'on va s'enliser dans le problème. Je vais vous proposer quelques clés pour que vous compreniez comment orienter votre questionnement pour ouvrir des perspectives, parce qu'il y a deux façons de faire, il y en a une bonne et une mauvaise. C'est comme les chasseurs, il y a les bons chasseurs et les mauvais chasseurs, paraît-il. Et ben, de la même manière, il y a les bonnes questions et les mauvaises questions, et on va regarder desquelles il s'agit en ce qui concerne notre propos, qui est d'ouvrir des perspectives. Prenez l'exemple de ce petit texte-là. Une personne qui vous dit « Je souhaite comprendre pourquoi je n'arrive pas à m'entendre avec ce collègue. J'ai pourtant fait plusieurs tentatives de rapprochement. » Parce que je trouve qu'on est assez complémentaires et on pourrait beaucoup s'apporter mutuellement. Et je suis déjà allé la voir pour solliciter son avis sur des questions de fond. Et elle m'a dit qu'elle n'avait pas le temps. Ensuite, j'ai proposé d'autres fois mon aide et elle l'a presque pris de haut. Et puis quand on est ensemble dans un groupe de travail, cette personne, elle n'écoute même pas mes propositions comme si je n'étais pas là. Elle me coupe la parole. Elle tient compte que de ses propres idées, blablabla, blablabla. Bon, voilà. Quelle question aimeriez-vous poser à cette étape-là du propos de votre interlocuteur? Notez des questions qui vous viennent à l'esprit là. Notez-en 3-4. Mettez sur pause, hein, je ne vais pas m'arrêter, laisser 3 minutes de blanc pour vous laisser écrire. Donc mettez sur pause, notez vos questions et je continue la lecture. Donc c'est toujours la personne qui parle. L'autre jour, elle est venue m'annoncer devant tout le monde, sans préavis, que mon équipe allait devoir changer de plateau parce que il avait été décidé la semaine dernière que ce serait son équipe maintenant qui s'installerait là dorénavant. Alors la personne vous raconte ça d'une manière éberluée, d'une manière, je veux dire, indignée, qu'on la traite aussi mal. Et donc là, quelles questions vous aimeriez poser à ce stade? Arrêtez l'enregistrement, notez donc 3-4 questions. Ensuite, une autre fois, elle est venue et elle a dit devant mes équipes qu'on faisait vraiment rien pour comprendre leur travail et pour faciliter le travail de leurs équipes, qu'on était en fait des empêcheurs de tourner en rond, qu'on était des casse-pieds, etc. Et quand je me suis permis de réagir quand même, eh ben, elle l'a mal pris. Voilà. Vous comprenez bien le système? Donc, lisez ce texte jusqu'au bout et amusez-vous à poser 3-4 questions. Donc vous aurez, puisqu'il y a 5 petits paragraphes et qu'il y a 4 questions, quand vous aurez 20 questions, arrêtez-vous et continuez le diaporama. Eh bien, si vous voulez ouvrir des perspectives à votre interlocuteur, donc à la personne là, qui vous raconte tous ses malheurs, si vous lui posez des questions qui commencent par pourquoi, mais à ton avis, pourquoi il fait ça, mais toi, pourquoi tu réagis comme ça, cette personne va aller dans le passé justifier de sa conduite ou de son interprétation. Et ça va plutôt conduire à une tension plutôt qu'à un soulagement. Alors, il faudrait privilégier plutôt des questions qui commencent par comment. Maintenant, si vous posez des questions sur le problème et sur le passé, mais alors ça date depuis combien de temps cette relation tendue entre vous? Mais en quoi est-ce que c'est douloureux pour toi? Et évidemment, comme dans l'histoire de Pierre Richard qui s'enfonce
dans le problème, vous allez enfoncer la personne. Vous allez l'inviter à l'analyse, vous allez l'inviter à se débattre au sein du problème, si bien qu'elle ne va jamais s'en sortir. La seule façon de s'en sortir, c'est de passer à l'action. C'est pas de tournicoter dans l'analyse de pourquoi ça fait mal et de d'où ça vient. Voilà. Et de la même manière, quand vous cherchez à comprendre le contenu, ça invite la personne à élaborer, même pas élaborer, pardon, à décrire ce qu'elle sait déjà pour mieux vous nourrir. Alors ça va avoir deux conséquences. D'une part, quand elle aura estimé vous avoir nourri suffisamment, ben, elle va s'attendre que vous lui donniez une solution. Si vous n'êtes pas là pour donner des solutions, mais l'aider à en trouver par elle-même, eh ben, ce n'était pas une bonne idée de poser des questions d'investigation du contenu. Et puis d'autre part, pendant qu'elle répond à vos questions, que ça ne crée pas de valeur pour elle, puisqu'elle connaît les réponses, elle perd son temps. Vous vous enfoncez dans l'image de quelqu'un qui va donner une solution, donc vous devenez l'expert, et l'autre devient passive. Donc vous n'êtes pas en train, vous allez me dire, mais c'est évident ce que tu dis. Oui, c'est évident, mais, et vous avez raison, ça l'est. Cependant que la plupart du temps, quand on pose des questions, ce sont des questions pour comprendre, des questions d'investigation du contenu. Ah bon, mais à ton avis, pourquoi il fait ça? Mais alors toi, comment tu le vis? Voilà, c'est des questions d'investigation du contenu. Mais ça sert à rien. On est dans l'espace problème là. Il n'y a pas de clé dans l'espace problème, sinon on les aurait trouvées depuis longtemps. Voilà, puis alors sans parler des questions interro-négatives, qui sont la première proposition de ce slide, de choses à ne pas faire. Il faut évidemment poser des questions ouvertes, mais ça je ne vous fais pas l'affront de vous le rappeler, sachant que vous vous faites l'affront à vous-même de ne pas respecter. Alors ça c'est votre problème. Mais enfin on vous l'a dit 1000 fois, je ne vais pas vous le répéter 1001e fois. Alors on va regarder maintenant comment est-ce qu'on peut provoquer l'insight, c'est-à-dire la prise de conscience, l'éclair de génie, le déclic dans la tête de nos interlocuteurs. Voici des exemples de questions dites puissantes. Alors on peut en inventer beaucoup, je vous en ai proposé une petite dizaine. Voilà, des questions qui invitent la personne à sortir du passé en se projetant sur l'avenir, parce que le passé c'est ce qui lui fait mal. Parce que donc en lui disant, imagine, dans 5 ans tout est résolu. Qu'est-ce que tu vois qui a changé? Si la situation était parfaite, à quoi est-ce que ça ressemblerait? Ça, c'est une question puissante pour des gens qui disent oh, j'en peux plus, je suis fatigué, il n'y a pas de solution, puis il y a ça qui va pas, puis il y a ça qui va pas, puis il y a ça qui va pas. Et quand vous lui dites bon, qu'est-ce que tu pourrais changer? Oh, j'en sais rien, c'est compliqué, parce que il y a tellement de difficultés, regarde, il y a ça qui est difficile, il y a ça qui est difficile, c'est super complexe, je vois pas de solution. Alors là, il faut la déporter de ses plaintes, il faut la déporter de la recherche de solutions qu'elle ne trouve pas, pour se projeter dans l'avenir, non pas sur la solution, mais sur la situation cible. Ok, je comprends bien que tu n'as pas de solution, mais si tu trouvais les solutions, comment ce serait le résultat que tu aimerais? Voilà, ça va la sortir de l'ornière dans lequel elle se conforte, elle se complaît dans des biais cognitifs de confirmation qu'il n'y a pas de solution et que c'est très difficile et que c'est très douloureux. Rappelez-vous du petit personnage qui a mal à la gorge. Bon, voilà, il a mal à la gorge, mais il est en train de se raconter tout un tas d'histoires à ce propos qui enflamme la gorge en quelque sorte. Deuxième exemple de question puissante, inviter la personne à s'intéresser à comment elle a fait dans le passé pour réussir, là où aujourd'hui elle ne réussit apparemment pas. Également, la question de raccourci, vous voyez que la personne est bien partie pour vous faire une liste, une longue analyse de tout un tas de trucs, vous l'interrompez en disant ok, je comprends bien, je vois bien où tu veux en venir, tu es en train d'analyser et de lister tout un tas de causes finalement qui pourraient justifier de la situation. Mais imaginons que tu aies fini ta liste et que tu aies tout bien analysé, que tu m'aies tout bien expliqué le contexte. Voilà, tu ferais quoi de différent maintenant? Une fois que tu auras fait ça, qu'est-ce que tu feras comme genre de truc complètement différent de ce que tu as fait jusqu'à présent? Alors évidemment, ça coupe un peu les pattes, parce que la personne s'apprêtait à vous faire un long tour de piste. Elle prenait son grand seau plein d'eau sale, de plein de complexité, et elle s'apprêtait à vous le mettre sur la tête. Comme ça, vous auriez été bien recouvert de complexité, vous auriez été bien barbouillé, et vous n'auriez rien compris, vous non plus. Et donc ça l'aurait bien rassuré, bien conforté sur le fait que, hein, t'as vu, hein, c'est difficile, hein, c'est compliqué, hein, et non, il n'y a pas de solution, hein. Et ouais, je suis impuissant, puis toi aussi. Finalement, c'est la vie qui est impuissante, c'est la vie qui est mal faite.
Voilà, c'est la position moins de l'analyse transactionnelle. Je n'y arrive pas, mais l'autre non plus, et la situation est abominable. Voilà. Si on veut la sortir de ça, on peut lui proposer évidemment ce croche-pied de la question raccourcie qu'il faudra poser en position basse, avec beaucoup de tact, avec beaucoup de respect. Il ne s'agit pas de se foutre de la gueule des gens, il s'agit de le faire avec douceur, avec respect, avec affection, et avec un petit pointe de malice quand même. Bon, alors moi, je ne vais pas commenter chacune des questions là, parce que vous avez qu'à les lire et puis trouver les vôtres. Je suis en train de vous mettre sur la piste d'une manière de questionner qu'il faut aborder quand on a réuni les conditions pour ça. Et vous avez toutes sortes de questions puissantes à trouver, qui sont des questions qui sortent l'interlocuteur de ses préoccupations. Par exemple, quelqu'un qui veut toujours produire des solutions parfaites. On va lui demander, non mais d'accord, ok, solution parfaite, c'est super, mais en attendant, c'est quoi le plus petit progrès que tu pourrais faire là tout de suite? C'est quoi le plus petit changement que tu pourrais imaginer immédiatement? Eh ben ok, on arrête de discuter, tu le mets en œuvre et tu reviens la semaine prochaine. On voit ce que ça a changé. Ah oui, non, mais je voulais te raconter. Non, tu me raconteras la semaine prochaine. Déjà, commence par faire ça. Bon, là, dans l'exemple, je suis un peu directif. Mais vous pourriez très bien faire la même chose en étant moins directif. Mais c'est l'idée du PPP, c'est d'orienter la personne sur quelque chose de très rapide. Inversement, la personne qui vient toujours avec des petits trucs rapides, qui ne veut pas se poser pour réfléchir, dit ouais, qu'est-ce que t'en penses? Je fais ça? J'y vais? Hein? Non, alors reste assis, reste tranquille. Une fois que tu auras fait ça, tu vas faire quoi après? Et après? Et quel sens ça a? Et ce serait quoi une stratégie plus à long terme? Comment tu travaillerais le fond du problème plutôt que de faire des petites actions dans tous les sens qui n'aboutissent à rien? Donc vous voyez, je ne suis pas en train de dire que le PPP est une question puissante. Je suis en train de dire que pour quelqu'un qui serait dans des abstractions et des complexités, l'orienter sur des trucs à court terme va le sortir de son cadre de référence, va le sortir de ses biais cognitifs et va lui faire explorer un espace de liberté nouveau. Inversement, pour quelqu'un qui est très dans l'action-réaction et qui ne réfléchit pas et qui ne prend pas de recul, les questions qui l'aident à prendre du recul sont de bonnes questions puissantes qui l'aident à changer de perspective. On a dit que les conversations puissantes, c'était des conversations qui aidaient l'interlocuteur à ouvrir, à s'ouvrir sur de nouvelles perspectives. Donc c'est des questions contre-pied, si vous voulez. Et des fois, pour rigoler, on peut dire des questions croche-pied, pour faire un croche-pied au mental qui tourne en rond. Voilà. Bon, alors comme j'ai fait un troisième slide sur trois autres sortes de questions, je vais vous mettre un petit commentaire dessus quand même. Tiens, ça c'est classique, les personnes qui viennent avec chef ou machin, j'ai un problème, j'ai trois solutions, mais il n'y en a aucune qui me convient. Alors, vous pourriez lui dire, bah, vas-y, raconte-les-moi. Et là, vous êtes dans une question d'investigation du contenu. Il va vous raconter ce qu'il sait déjà, ça ne crée pas de valeur pour lui. Et en même temps, il va s'attendre à ce qu'une fois que il aura déposé son équation à trois paramètres, et ben, vous sortiez votre baguette magique et vous lui disiez, fais ça parce que c'est mieux. Et là, il aura beau jeu de vous dire, ah non, c'est pas mieux, je vais t'expliquer pourquoi. Et il va sempiternellement vous raconter pourquoi il hésite entre les trois. Donc, il ne faut même pas rentrer dans le truc. Si vous êtes gentil, vous y entrez un petit peu pour créer l'alliance. Si vous êtes de mauvaise humeur, vous attaquez directement par OK, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces trois mauvaises options? Qu'est-ce qu'elles ont de commun? Donc finalement, une bonne option, ce serait une qui n'aurait pas en commun avec ces trois-là ce qui ne te plaît pas, ce que tu viens de dire. Donc quelle solution n'aurait pas cette caractéristique qu'ont ces trois solutions mauvaises? Voilà, c'est un peu radical. C'est pas obligé d'être désagréable. Vous pouvez le faire avec humour, vous pouvez le faire avec gentillesse, vous pouvez le faire en douceur, mais je vous explique là quelle est l'intention sous-jacente dans cette stratégie de questions puissantes. Bon, la question de simulation est intéressante aussi, quand l'autre manque d'empathie et qui vous dit, ah, mais moi je vais la voir et je vais lui dire ça, ça et ça. Ok, si j'étais cette personne, comment tu me le dirais? D'accord. Maintenant, changeons de place. Je vais te dire exactement ce que tu viens de me dire et tu vas me dire comment tu le ressens. Alors là, évidemment, ça va ouvrir les chakras de la personne. Il va dire, ah ouais, non, mais si tu me parles comme ça, moi je te mets une claque tout de suite. Voilà. Donc tu t'attends à ce qu'elle le prenne bien? Ah ben non, c'est sûr, elle va pas bien le prendre. Ok, mais ton but c'est qu'elle le prenne mal ou ton but c'est que vous puissiez avoir une conversation constructive? Ah ouais, t'as raison. Non, non, j'ai pas raison, j'ai rien dit. C'est toi qui décides, c'est toi qui dis. Moi je sais pas, vas-y, provoque-la, mets-lui une tarte si tu penses que c'est bien. Mais si tu penses que en faisant ça, tu vas ouvrir la conversation, là il est possible que tu sois en pleine contradiction avec toi-même. T'en penses quoi alors? La personne vous dit non, non, mais c'est clair, je vais pas faire ça. Je vais pas faire ça puisque ça va interrompre, ça va couper. Ok, alors tu vas faire quoi d'autre?
Comment tu vas t'y prendre? Vous voyez, c'est un peu de la confrontation, c'est un peu de la contradiction d'une certaine manière. Mais il y a moyen de le faire comment dire, très cash, comme on dit, comme je viens de vous le jouer là, ou alors beaucoup plus en finesse. Et c'est généralement comme ça qu'on fait. On fait pas cash à tous les coups, parce que ce serait fatigant pour votre environnement, pour votre entourage, et puis pour vous aussi, hein. Par exemple, la question récursive est plus fine. Par exemple, tu me dis que tu as un problème avec un tel et que vous avez fait tous les deux des efforts mais que ça ne marche toujours pas. Quelle autre personne, en dehors de votre binôme, détient une partie de la solution que vous cherchez tous les deux? Voilà, c'est pas confrontant, c'est pas méchant, c'est pas agressif. Et son assistante, par exemple, à ton avis, qu'est-ce qu'elle voit de ce problème entre vous? Ou, enfin, vous voyez, c'est des questions qui font voir à la personne d'autres points de vue que le point de vue ou les points de vue dans lesquels elle s'enferre et dans lesquels elle s'enferme. Alors, quelques considérations à propos de la question qui déclenche l'insight. Il faut savoir que l'objectif d'une question puissante n'est pas d'obtenir une réponse. En aucun cas, vous ne demandez des réponses à la personne parce que vous n'en avez pas besoin, vous, c'est l'autre qui en a besoin. Donc, ce sont des questions miroirs. C'est des questions qui appellent la réflexion et qui n'appellent pas la réponse. Une question puissante se mesure au fait qu'elle provoque un long silence. Il ne faut pas se retirer quand la personne est en silence, au contraire, il faut s'approcher. Il faut accompagner son silence. Il faut respecter son silence, mais être présent au sein de son silence. Voilà. Vous ne posez pas une question, comme on le disait tout à l'heure, pour connaître une réponse. Vous proposez des questions. C'est-à-dire que la question, elle est pour l'autre, elle n'est pas pour vous. Voilà. Et puis sachez que la question puissante, elle aspire le trop-plein de votre interlocuteur. Elle va donner de la place au vide. Et c'est ça qui va permettre le changement de perspective. Quand on va se débarrasser du plein qui nous encombrait, pour tout d'un coup, vous savez, cette photo qu'on a montrée tout à l'heure d'un personnage qui est debout devant le Grand Canyon et qui voit l'immense perspective qui s'offre à lui du haut de la falaise. Eh bien, c'est ça, l'ouverture, les perspectives, la créativité. C'est ça qu'on cherche à provoquer. Donc, il faut que la question provoque du silence. Et ne vous empressez pas de remplir le silence en bavardant à toute vitesse dès que vous sentez votre interlocuteur embarrassé par votre question. Laissez-le dans son embarras. C'est un embarras peut-être fascinant, peut-être qu'il est ravi de contempler dans l'extase toutes les perspectives nouvelles qui s'offrent à lui. N'allez pas interpréter trop vite que c'est de l'embarras. Et puis un peu d'embarras, un peu de confusion est bien vite passé, hein. Il faut oser confronter le vide et le silence. Donc je vous disais tout à l'heure qu'une certaine impertinence est nécessaire pour ouvrir des perspectives à quelqu'un, c'est-à-dire sortir la personne du champ de sa pertinence ordinaire, mais pour ça, pour qu'elle accepte de considérer que votre question a priori stupide, en fait ne l'est pas, il faut que vous ayez suffisamment d'alliance de travail. Il faut qu'il y ait de la confiance qui ait été établie entre vous. D'où ce que je vous ai dit au début, il doit y avoir un personnage sur la chaise. Une chaise vide, ça ne marche pas. Une conversation entre intellectuels, ça ne marche pas. Il faut une conversation entre une personne qui est vraiment présente, qui est chaleureusement présente, qui est vraiment investie dans la relation et dans la conversation. Il faut une relation authentique. Voilà. Plus vous serez en position basse, plus vous aurez de chances que la personne accueille favorablement vos impertinences. Parce que les mêmes impertinences qui sont accueillies bien volontiers quand elles sont dites en position basse, seraient juste insupportables si elles étaient proférées en position hausse. Je donne un exemple. Vous dites à quelqu'un, non mais tu déconnes complètement, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Si tu veux te planter, continue comme ça. Alors je vais te dire, il faut prendre complètement les choses autrement. Ben là, vous êtes en position haute et clairement, vous n'êtes pas respectueux et vous êtes en train d'empêcher la personne d'accueillir ce que vous lui proposez. En revanche, si vous lui dites, je sais pas, c'est intéressant ce que tu dis, je vois que tu fais plein d'efforts pour t'en sortir et je vois que ça marche pas de façon très satisfaisante, semble-t-il. En tout cas, tu continues parce que ça ne te suffit pas. Et je suis vraiment dans l'embarras comme toi pour savoir. Mais je me demandais si éventuellement tu regardais par là, qu'est-ce que tu verrais?
et vous laissez le blanc. Vous voyez, là j'étais en position basse, je dis pas que je sais que c'est mieux par là, et en fait, c'est pas juste une feinte, c'est une réalité, j'en sais rien. Puis en plus, je vais vous dire, on s'en fout, c'est pas mon problème, c'est le sien. Donc moi, tu me demandes de l'aide, ben, je t'en offre, mais en même temps, c'est pas mon problème, c'est le tien. C'est vrai ou pas? Si c'était mon problème, c'est moi qui viendrais te voir avec. C'est le tien, c'est toi qui viens me voir avec. Donc, du coup, ton problème, c'est pas le mien. Le mien, c'est de t'accompagner out of the box. Et je le fais dans cette attitude basse, dans cette attitude respectueuse, qui peut éventuellement, si tu m'accordes de ta confiance, tu accepteras peut-être de regarder dans une autre direction que celle dans laquelle tu regardes. Mais si tu veux pas, ça me pose aucun problème, continue à rester dans ton problème. Moi, je n'ai pas de souci avec ça. Maintenant, si tu veux que je te propose autre chose, alors je te propose autre chose. Mais je ne sais pas si c'est mieux, hein. Je ne sais pas si c'est bien. Voilà, c'est ça. Qui permet de ne pas rentrer dans un jeu relationnel, qui me permet de ne pas susciter de résistance de la part de l'interlocuteur, et qui débouche généralement sur un silence et sur un vide, et dans lequel il faut se maintenir tranquille. C'est pas grave si la personne est en silence. C'est très bien. Voilà. Alors maintenant, on va regarder comment faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. On va regarder comment proposer une écoute très profonde, une écoute de niveau 3 ou de niveau 4, qui va entraîner la profondeur de la réflexion de notre interlocuteur. La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que vous entendez quand vous écoutez? Cette petite fille, elle a l'air très concentrée, ou c'est une petite fille, oui, très concentrée quand elle écoute de la mer dans le coquillage. Et vous, quand vous écoutez votre interlocuteur, qu'est-ce que vous entendez vraiment? Eh bien, il se trouve qu'il y a deux niveaux d'écoute et qui en fait sont quatre. Le premier niveau d'écoute, toujours notre bon iceberg qu'on peut mettre à toutes les sauces, c'est le niveau le moins intéressant, c'est celui qui est à la surface, c'est le contenu explicite de ce que la personne dit. Puis il y a un niveau qui affleure juste en dessous, qui est évidemment beaucoup plus animé, beaucoup plus vivant, beaucoup plus vrai, qui est le niveau des émotions qui affleurent sur le discours. Alors ça, je n'aurais pas l'impudence d'imaginer que vous n'aviez pas repéré ça. Et donc évidemment, ces deux premiers niveaux d'écoute, vous les connaissez et vous les pratiquez d'une manière excellente. Je vous en félicite du fond du cœur. On va regarder maintenant deux autres niveaux d'écoute que peut-être vous pratiquez également, mais qui peut-être vont vous apporter une nouveauté dans votre pratique de l'écoute professionnelle.
Alors voilà, roulement de tambour, il y a 4 niveaux de profondeur à l'écoute. On les représente comme 4 cercles concentriques qui vont de la surface au centre. En surface, vous avez l'écoute du contenu. On en a parlé tout à l'heure, ainsi qu'en vert, juste en dessous, l'écoute des émotions qui affleurent sous le discours. Ça, c'est donc les 2 niveaux d'écoute les plus accessibles, sont les 2 niveaux d'écoute d'une personne intelligente et sensible. Maintenant, l'écoute vraiment professionnelle, c'est celle des 2 niveaux orange et rouge qui sont de plus en plus vers le centre. L'écoute du cadre de référence de l'interlocuteur, c'est l'écoute de ses raisonnements, l'écoute de ses processus cognitifs, c'est l'écoute de ses préférences cérébrales, c'est l'écoute de ses valeurs et de ses croyances. La question à se poser quand on écoute quelqu'un, plutôt que d'écouter ce qu'il dit, parce que ça c'est facile, il n'y a pas besoin de se concentrer pour écouter ce qu'il dit, puisque vous êtes intelligent, vous avez l'habitude, donc quand il parle, vous comprenez généralement. Et écouter ce qu'il ressent, c'est pas très compliqué non plus. Voilà, vous avez un cœur grand ouvert et vous sentez les choses de la même manière que vous sentez ce que sent l'autre. Voilà. On n'a pas besoin de mettre d'attention et d'énergie dans l'écoute de niveau 1 et de niveau 2. Par contre, l'écoute de niveau 3 nécessite une attention particulière. Pendant qu'il vous raconte son histoire, que vous écoutez d'une oreille pas distraite, mais d'une oreille légère, vous écoutez profondément qu'est-ce qui doit être vrai pour cette personne et qu'est-ce qui doit être important pour cette personne pour qu'elle dise ce qu'elle dise et qu'elle croie à ce qu'elle croit, qu'elle fasse ce qu'elle fasse. Voilà, vous écoutez, vous détectez les éléments structurants de son cadre de référence parce que c'est ça qu'il va falloir bouger. Je vous rappelle les croyances limitantes dont on doit l'aider à s'émanciper. Voilà votre job. Quand vous voulez mener des conversations puissantes, il ne s'agit pas de parler fort. Bien sûr que non. Il s'agit juste de repérer où ça coince dans le truc et de poser une petite question fine qui permet à la personne un décalage de quelques millimètres pour apercevoir ce qu'il n'apercevait pas quand il était dans cet angle de vision-là. Voilà. Et puis l'écoute de niveau 4, c'est l'écoute des échos énergétiques. On va en parler dans un instant. Voilà, je vous ai invité à prendre connaissance de cette vidéo très sympathique de ce fantastique personnage qui est Philippe Croizon, à qui il est arrivé bien des déboires et qui a su en faire une opportunité dans sa vie et qui maintenant, de ses propres dires, est beaucoup plus heureux qu'il ne l'était avant son accident et qui dit même que si c'était à refaire, il ne changerait rien. Il accepte son accident au point de préférer l'avoir eu que de ne pas l'avoir eu. C'est quand même incroyable. Et pourtant, c'est parfaitement vrai. Alors, l'intérêt, vous voyez, écouter ce qu'il dit, c'est pas compliqué. Vous savez reformuler ce qu'il a dit. Écouter ce qu'il ressent, c'est pas compliqué. Par contre, ça commence à être compliqué pour ne pas mélanger ce que vous ressentez avec ce qu'il ressent, ne pas faire de projection. Ça commence à être compliqué quand vous avez un bavardage mental qui se met en place et que vous interprétez ce qu'il dit en disant non, là il a tort, là, à mon avis, il se raconte des histoires à lui-même, etc., etc. Là, vous n'êtes plus en train d'écouter, vous êtes en train d'élaborer. Donc, quand on parle d'écoute, il faut faire taire les interprétations, taire les jugements, pour être vraiment à l'écoute de ce qu'il ressent lui et non pas ce que vous ressentiriez vous si vous étiez à sa place. L'écoute du cadre de référence, c'est, puisque la solution n'est pas dans le problème, il faut regarder comment il pose le problème, comment il s'enferme tout seul à l'intérieur. Et ça, c'est le cadre de référence. Donc vous allez orienter votre attention sur les processus cérébraux, les processus de raisonnement, plutôt que sur les contenus de ce qu'il dit et que les émotions qu'il ressent. Et c'est ça qui va vous donner de la puissance dans votre écoute et l'inspiration pour proposer des questions puissantes. Puis on va voir maintenant la fameuse écoute des échos systémiques, le petit point rouge, la cerise sur le gâteau. Vous vouliez savoir? Ah non, je ne vais pas vous le dire en fait, c'est pas la peine, je pense. Allez, si, je vais le faire. Bon, alors, vous voyez, hein, je fais du suspense, je fais, c'est des effets spéciaux de ma présentation. Alors, voilà, l'écoute du niveau 4, c'est ce que vous ressentez vous. Alors, quand vous écoutez cette personne profondément au niveau 1, 2, 3, vous pouvez aussi pratiquer ce qu'on appelle l'écoute flottante. C'est vous mettre à l'écoute du silence entre les mots. Vous vous approfondissez, vous vous enracinez dans le silence, et tandis que la personne parle, vous écoutez le moment où les mots se dissolvent dans le silence, et vous écoutez le tout petit instant où les mots jaillissent du silence. Vous allez me dire, mais quel rapport avec l'écoute?
mais ça fait partie de ce qu'il y a à écouter. Dans la musique, c'est pas les notes qui font la musique, c'est les silences. Voilà, vous allez écouter le rythme de la conversation, la répétition de certains mots ou de groupes de mots, les images qui sont suggérées. Vous allez écouter l'effet que ça produit sur vous. Quel est l'impact? Et là, vous allez entendre également des pensées qui passent dans votre esprit. Pourquoi ça vient dans votre esprit à ce moment-là? Pourquoi cette image de que cette personne suscite-t-elle cette pensée? Pourquoi cette pensée de cette personne suscite-t-elle cette image dans votre imaginaire? Vous écoutez ça car ça a clairement à voir avec ce que dit la personne. Ça a même à voir avec les pistes de solution qu'elle est en train de chercher. Il faut que vous écoutiez l'impact sur le centre de vous quand vous êtes vraiment présent. C'est pour ça qu'il faut être vraiment présent. Il faut vraiment être à l'écoute de votre propre centre. Il faut vraiment qu'il y ait un escargot dans la coquille, pour revenir aux images du début de la conférence, pour que vous puissiez capter dans votre centre où est le centre de l'autre. Parce que c'est à partir de son centre qu'il n'investit pas, qu'il y a quelque chose qui est transmis dans le vôtre, auquel vous êtes attentif. Et quand vous lui livrez ça, eh bien, ça va provoquer en retour la descente de cette personne dans son centre. Alors c'est un peu abstrait ce que je vous dis là. Si vous étiez coach, probablement que vous comprendriez un peu ce que je veux vous dire. Si vous êtes déjà développé, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez lu des livres sur l'écoute, la communication, etc., vous devez comprendre un peu de quoi il s'agit. Sinon, faites donc tout ce que je viens de vous dire. Formez-vous, lisez des livres, etc. Et puis vous comprendrez bien. De toute façon, cette conférence est suffisamment riche comme ça. Commencez donc par écouter aux 3 premiers niveaux. Commencez par vous accueillir vous-même, comme on l'a fait pendant quelques instants avec le petit oiseau dans la boule à neige. Commencez par poser des questions ouvertes et des questions orientées vers les solutions plutôt qu'orientées vers le problème. Et puis, de temps en temps, amusez-vous à écouter l'espace entre les mots, l'espace entre les pensées, et vous verrez que vous écoutez les pensées et les mots depuis, elles prennent un autre relief. Vous allez les voir en mouvement, vous allez les voir en couleur, vous allez les voir en relief, au lieu de voir tout en noir et blanc, à plat et en statique. Je ne peux pas vous dire autre chose, moi, c'est une expérience à vivre. Si vous étiez là en face de moi, je vous ferais faire des exercices et vous vous en rendriez compte par vous-même. Alors, comme on est là avec un diaporama, étant donné que l'enregistrement n'avait pas fonctionné, eh bien, je ne peux pas faire autre chose que de vous laisser avec ça. Voilà, l'écoute des échos énergétiques, c'est ce qu'il y a de plus complexe, c'est également ce qu'il y a de plus subtil. C'est ça qui va vous permettre d'agir puissamment sur l'autre, et c'est ça qui va permettre de faire levier sur la situation tout entière. Alors pourquoi est-ce que ça va être aussi puissant, cette écoute des échos énergétiques? Vous savez, le visuel, ça représente quelqu'un qui tient en main un diapason. Le diapason, c'est ce petit instrument métallique là, à 2 branches que l'on cogne sur une surface dure pour le faire vibrer. Et quand on approche, alors c'est fait pour accorder les instruments de musique. Ça donne le la quand le diapason est bien conçu. Mais si vous approchez ce diapason d'une guitare, par exemple, eh bien toutes les cordes de guitare, et notamment celle qui est la corde du la, vont vibrer dans la caisse de résonance. Autrement dit, si vous vous mettez à l'écoute des résonances systémiques qu'il y a en vous, et que vous renvoyez quelque chose à votre client à partir de là, vous allez vraiment le faire vibrer comme le diapason fait vibrer les cordes de la guitare. Alors même qu'on ne touche pas aux cordes, la vibration se transmet par l'air jusqu'aux cordes sensibles. De la même manière, en termes de psychologie, grâce aux neurones miroirs probablement, mais pas que, il va se transmettre quelque chose de vous à l'autre par la qualité de votre présence. Je vais vous le dire plus simplement, si vous avez vraiment confiance en vous, vous avez vraiment confiance en la vie, eh bien vous aurez vraiment confiance en l'autre. Et cette confiance que vous lui accordez va lui donner confiance en lui-même. C'est pas la peine de lui faire des discours sur la confiance et de lui dire oh là là, tu devrais avoir confiance et patati et patata et voilà pourquoi tu devrais avoir confiance. Parce que s'il doute, il doutera de tout. Par contre, c'est comme quand quelqu'un est très agacé et que vous lui dites calme-toi. Généralement, ça l'agace encore plus. Par contre, quand quelqu'un est très énervé et que vous-même,
vous vous calmez, vous respirez, vous vous enracinez, vous restez très calme, eh bien les personnes les plus énervées finissent par se calmer, parce que le calme se transmet. On apprend ça aux gens à qui on apprend les services d'ordre et autres, les services d'accueil des hôtels, quand ils font face à des incivilités, comment il faut se comporter, comment il faut rester très calme et très courtois face à des gens qui manquent de civilité. Voilà. Écoutez, je vous avais dit, hein, il y a des choses un peu étranges. Il faut que vous fassiez votre marché. Alors maintenant, c'est à vous de bosser. Vous allez faire votre marché, faire votre petit résumé à vous de ce que je vous ai dit. Évidemment, n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de parler avec vous. Vous pouvez avoir besoin d'un coaching individuel pour vous-même ou pour quelqu'un de votre équipe. Vous pourriez avoir une équipe stratégique qui soit en difficulté, soit qu'ils aient un challenge difficile à relever, soit qu'ils soient en tension, euh, parce que dans le cadre d'une fusion, dans le cadre d'une difficulté, il y a des tensions qui apparaissent, des conflits, etc. C'est ma spécialité que d'intervenir sur ce genre de situation un peu tendue, également sur des notions de renforcement de la cohésion ou de projection de la vision ou comment dire, de mobilisation des énergies, notamment dans le cadre de grands groupes qu'il faut embarquer dans un grand projet d'entreprise. Voilà, n'hésitez pas à solliciter moi-même ou mes équipes. Et puis la supervision des coachs, c'est également une chose que je fais très volontiers, avec grand plaisir. Voilà, vous verrez sur mon site origine.fr, il y a toutes sortes de tarifs qui sont indiqués pour la supervision, pour le coaching individuel. Pour le reste, évidemment, il faut mieux demander un devis parce que c'est du sur-mesure et c'est moins du standard. Voilà, merci de votre attention.